Dans son livre Le mai de la CGT, Georges Ségui constate que les événements qui se sont déroulés en mai et juin 1968 ne sont pas apparus comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Février-mars 1967, grève massive aux usines Rhodia-Seta de Besançon, Lyon-Vèze, péage de Roussillon, 5 semaines avec occupation, intervention des CRS. 63 jours de grève au chantier naval de Saint-Nazaire. Grève dans la métallurgie, à Sud Aviation, débrayage à Berlier-Vénissieux. La mer humaine crie et gronde, plus rien ne lui résistera, mais sur les ruines du vieux monde, on piochera, on bâtira, on piochera, on bâtira. Lors des élections législatives, au premier tour, le PCF gagne plus d'1 million de voix avec 22,5% des exprimés et la gauche frôle la victoire au deuxième tour. Avril, grève des mineurs de fer de Lorraine. Nouvelle grève à Rhodia-Vèze et chez les Thomson à l'Esquin. Grève chez Dusselier. Les mouvements de grève n'ont pas de cesse. Perrier, Hutchinson, mouvements et affrontements chez Jemont Schneider, Glenzer et Spicer, Renault Le Mans. Pour cette année 1967, 4 220 000 jours de grève sont recensés. Cette année 1967, c'est aussi les bombardements massifs de l'armée américaine sur le Nord-Vietnam. Le 21 avril, le coup d'État des colonels en Grèce. Le 5 juin, la guerre des 6 jours déclenchée par l'État d'Israël. En juillet, la guerre du Biafra au Nigeria, où 2 millions de personnes mourront de faim, de soif et d'épidémie. L'assassinat de Che Guevara en Bolivie le 9 octobre. Janvier, février 1968. Grève à Saviem, Sonormel, Geiger, SMN, Radiotechnique, Moulinex, violents affrontements avec la police. La France s'ennuie, titre Le Monde. Un peu partout, dans Pantin, dans la région, en France, des mouvements commençaient à se former pour les questions salariales, pour les conditions de travail, pour les libertés syndicales. Des gens discutaient entre eux, je crois que c'est ça. Il y a eu beaucoup de réunions entre 2 ou 3 copains, camarades dans l'entreprise qui discutaient des événements qui se passaient à Nantes, qui se passaient un peu partout en France. Et à un moment donné, j'allais dire que c'est une boutade, mais pourquoi pas nous, quoi. Dès janvier 1968, l'entreprise s'est mise en grève. Il y a eu 3 semaines de grève. Alors, pas de grève générale avec occupation. Au Vietnam, c'est l'offensive du Tet. L'armée Viet Cong pénètre à Saïgon. Manifestation contre la guerre à Paris, Berlin, Washington. En mars, le printemps de Prague pousse ses bourgeons. Les étudiants en lutte à Nanterre créent le mouvement du 22 mars. Le 4 avril, Martin Luther King est assassiné à Memphis. Ce jour-là, Paris renoue avec la plus ancienne tradition du mouvement ouvrier. Pour la première fois depuis 1953, le pouvoir est contraint à autoriser le défilé du 1er mai. À l'appel de la CGT, 100 000 travailleurs, enseignants, étudiants proclament leur volonté de défendre leurs droits et d'imposer de grands changements, en même temps qu'ils affirment leur solidarité avec le peuple vietnamien. Le 1er mai n'est pas un jour de fête dans le monde du travail, c'est une journée de lutte. Nul ne peut s'y tromper ce 1er mai 1968. De grands affrontements se préparent, les travailleurs sont prêts à l'action. Le 3 mai, évacuation et fermeture de la Sorbonne, la police charge, très violents incidents, nombreux blessés. Le 6 mai, première barricade au quartier latin, 600 blessés, 422 interpellations. Le 10 mai, des dizaines de milliers d'étudiants à Paris et en province manifestent. Nuit des barricades, au quartier latin, la répression est sauvage. Répercutés à grand fracas par les radios périphériques, les échos de la nuit des barricades frappent de stupeur et d'indignation la France entière. À l'aube du 11 mai, on fait les comptes. Plus de 1000 arrestations, des centaines de blessés, à coups de matraque, à coups de crosse, à coups de pied ou par les gaz toxiques. Suite à la répression qu'avaient touché les manifestations d'étudiants au quartier latin dans la journée du 10 mai, le soir, la CGT sortait un communiqué. Notre syndicat avait pris la décision de se retrouver le samedi matin à 9h à son siège
pour débattre des dispositions à prendre pour permettre aux salariés de l'entreprise et aux salariés travaillant sur Paris de pouvoir participer à la manifestation qui aurait lieu le 13 mai à Paris. Nous avons envoyé à cette occasion environ 300 télégrammes à des militants pour leur demander de participer à une réunion le dimanche après-midi à 15h, le dimanche après-midi, et nous leur indiquions qu'ils prennent leurs dispositions pour éventuellement rester sur place. Le dimanche à 15h, nous attendions bien sûr impatiemment le nombre de camarades qui allaient être présents. Nous avions quelques incertitudes, mais ce sont près de 200 militants qui se sont pointés pour participer à cette réunion et organiser la prise des locaux, l'occupation des locaux, l'occupation des sous-stations, de façon à, dès le lundi matin, pouvoir couper le courant à 8h. Le 11 mai, la CGT et la FEN appellent à une grève générale de protestation pour le lundi 13 mai et exigent la libération des manifestants arrêtés et le dépôt d'une loi d'amnistie soutenue par les députés communistes et FGDS. « 800 000 manifestants à Paris, 60 000 à Lyon, 25 000 à Nantes, Grenoble, Nancy, 30 000 au Mans, 50 000 à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, tandis que la grève générale paralyse le pays tout entier. Au lendemain, disons, de cette manifestation, l'organisation syndicale s'apprêtait, disons, à appeler, disons, l'ensemble du personnel, disons, à une grève générale, et on n'a pas eu besoin d'appeler, les salariés étaient dehors à la première heure, et d'ailleurs, ils n'ont pas pris de boulot, ils étaient dehors. Après le 13 mai, il y a eu des assemblées générales, et a été rapidement décidée l'occupation de l'entreprise. Bon, dès le début du mouvement, le syndicat des communaux appelait à la mobilisation. Le mouvement a été suivi rapidement par une majorité d'employés. Il y a eu une grande réunion de tout le personnel avec un vote pour décider de la grève. C'est comme ça que les choses elles, se sont déclenchées et ça a duré 3 semaines environ, la grève chez Poquelin dans la métallurgie. Tous les jours, il y avait des choses nouvelles qui venaient, des usines qui se mettaient en grève ou des mouvements. C'est mis en place une sorte de comité de grève, je dirais plus pour l'organisation de l'occupation. C'était une sacrée organisation. On avait l'impression, du moins c'est mon impression, moi, que tout devenait possible. Il y avait de l'enthousiasme partout. J'étais ouvrier spécialisé au montage des vérins hydrauliques. Et je peux dire que je suis un enfant de 68, puisque 68, c'était les premières grèves, ma première grève chez Poquelin, et donc j'ai adhéré tout de suite à la CGT. Je suis ajusteur, je travaillais dans une entreprise qui s'appelait Bonbled. C'était une entreprise de machines-outils, voilà, avec 2 entités, une à Pantin et l'autre à Paris, qui regroupaient à peu près 150 salariés. J'étais ajusteur-tourneur dans une petite PME qui s'appelait Demo, c'est le nom du patron, qui a été vite racheté par l'entreprise Coq France, qui était une entreprise d'environ 400 salariés. Il n'y avait que la CGT, qui était fortement organisée. C'est-à-dire que sur 400 personnes, il y avait peut-être 120, 130 syndiqués CGT. Sur les 8 000 ou 10 000 salariés de la métallurgie qu'il y avait sur notre ville, il y avait le tiers, ou peut-être pas le tiers, mais le quart, c'était les gens de la Pauline, Novi, Motobécane. Il y avait Marshall, il y avait Uré, etc. Coq France 500, Spiros 350 ou 400,
oui, Bonbled, la SFME. Je travaillais, disons, dans l'entreprise depuis 1951 et mon domaine d'activité, c'était régleur, disons, sur machine-outil en fabrication. Pour fabriquer les moteurs pour la mobilette, et on était approximativement 1000 à 1100 salariés à l'époque. Je m'appelle Michel Bruno, j'étais en 1968 salarié à EDF depuis le 1er septembre 1959. J'ai été permanent de la CGT en janvier 1968 au secrétariat du syndicat CGT. Et cette entreprise avait à l'époque 4500 salariés répartis sur une quarantaine de lieux de travail dans Paris intramuros. J'étais professeur au lycée Berthelot de Pantin, qui se trouve, à l'époque, il était juste à côté de la mairie, hein, c'est l'ancien bâtiment, qui est aujourd'hui occupé par le conservatoire, je crois, et l'école Sadi Carnot. Oui. Donc c'était un petit lycée, hein, il n'y avait pas beaucoup de... Je crois qu'il devait y avoir 500 élèves peut-être, un lycée de filles à l'époque, hein, il n'y avait que des lycées de filles, les garçons séparés. Comme j'étais responsable de la jeunesse communiste à l'époque, c'était donc effectivement de rencontrer les jeunes, de discuter avec eux, et je me rappelle que le lycée de Montreuil à l'époque était complètement en grève. Il y avait le problème des salaires, puis l'amélioration aussi des conditions de travail. Et puis comme c'était la métallurgie, il y avait aussi le problème de la reconnaissance du droit syndical dans l'entreprise aussi. Il y avait un boni jusqu'à 20% de boni sur les temps de travail. Il y avait des chronométreurs, il y avait des choses comme ça, il y avait des petits chefs. Il y avait, qui ne connaissaient pas forcément le travail. Il y avait bien sûr des contremaîtres, certains qui connaissaient le travail, mais les rapports n'étaient pas les mêmes quand c'était effectivement des petits chefs faillons. Mais il y avait surtout un secteur, disons, particulièrement plus difficile que d'autres, c'était tout le secteur de fabrication. C'était là où étaient concentrés, disons, les OS et étaient fabriqués les moteurs de mobilette. Étant donné que dans l'entreprise, il y avait d'autres secteurs, il y avait le secteur professionnel, hein, on faisait de la machine-outil, et puis il y avait les bureaux d'études, les administratifs, etc. Et là où étaient concentrés, disons, les OS, où il y avait la production, c'était vrai qu'il y avait certains, disons, endroits étaient assez difficiles dans les conditions de travail. Baisse du temps de travail, ça c'est vrai que c'était quelque chose qui représentait beaucoup. On parlait déjà de la retraite à 60 ans à l'époque. Les conditions de travail à EDF à l'époque étaient relativement bonnes, dans le sens où la nationalisation était encore fraîche, que cette loi de nationalisation et le statut national du personnel avaient apporté un certain nombre de garanties. Il y avait tout un ensemble de revendications générales qui concernaient d'ailleurs toute la classe ouvrière, si je puis dire, comme la sécurité sociale, dont les premières attaques s'étaient fait jour sous De Gaulle en 1966, avec les décrets de 66. Il y avait le problème des transports en région parisienne. Il y avait après des revendications particulières à l'entreprise sur les niveaux de salaire. Des problèmes avec les salles, des problèmes avec la cantine, une salle de prof qui était toute petite, difficile à travailler. Il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y avait pas il n'y avait pas d'installation sportive. Donc c'était des conditions de travail assez médiocres. Alors nos revendications, je l'ai dit, c'était celles du SNES en général, c'est-à-dire une démocratisation, ce qu'on appelait à l'époque une démocratisation de l'enseignement, secondaire en particulier, la prolongation de la scolarité jusqu'à 18 ans, des moyens supplémentaires en enseignants, en surveillants, que dire. Très très peu de fils ou de filles d'ouvriers étaient en fac. Notre quotidien, c'était à la fin de nos études primaires, nous étions condamnés, avec des guillemets, à rentrer à l'usine ou dans un bureau ou dans une entreprise de textile, etc. Augmentation générale des salaires, et notamment des plus faibles. Diminution du temps de travail. Abaissement de l'âge de la retraite. Abrogation des ordonnances antisociales, et notamment la remise de la sécurité sociale aux travailleurs. Mais ce que les travailleurs veulent exiger en plus de ces revendications, ce sont des libertés syndicales plus grandes, notamment sur le lieu du travail. Vous savez, à l'époque, on était très attachés au drapeau rouge.
J'avais pas de drapeau rouge. Nani m'a suggéré, écoute, on a des vieux rideaux rouges qui ornaient notre salle à manger, pourquoi tu les prendrais pas? C'est là où j'ai sorti mon rideau 14-18 qu'on a hissé sur le toit de l'entreprise. Dès le 15 mai, la CGT avait appelé les travailleurs à se rassembler dans leurs entreprises et à déterminer eux-mêmes leurs modalités d'action. On a organisé une occupation, j'allais dire, à tour de rôle, pour qu'il y ait toujours du monde, et puis à l'intérieur de l'entreprise, l'entretien des locaux, des matériels. Et puis moi, comme j'avais fait mon service militaire dans les parachutistes, ils m'avaient mis un peu à la sécurité. Citroën à Ballard-Javel, c'était un syndicat fasciste qui était majoritaire, qui s'appelait la CFT. Et ce syndicat, évidemment, était opposé à la grève. Et Krasuki demande donc à ce qu'on coupe le courant à l'usine pour que nos camarades minoritaires CGT puissent tenir des assemblées et essayer de créer les conditions de la grève. Donc on décide d'aller dans l'entreprise. Il y avait 3 postes qui alimentaient l'usine. Il fallait en couper 2, laisser le 3e pour la sécurité. On coupe le premier, tout se passe bien. Les chaînes continuent de tourner, mais lorsqu'on coupe le 2e, plus assez de puissance électrique, les chaînes s'arrêtent. Et nous, il fallait qu'on ressorte de l'usine. Les grévistes n'étaient pas encore sortis des ateliers. Les nervis, très rapidement, les nervis de Citroën, syndicats CFT, cadres, etc., étaient devant la porte d'accès à l'usine avec nerfs de bœuf, matraque, et ils nous attendaient de pied ferme. Enfin, nous avons entendu des bruits derrière le véhicule. Nous avons vu des banderoles se déployer, les salariés quittaient les chaînes, la grève était partie dans l'usine Citroën, nous avons fait un gros ouf. Quand on a franchi ses portes au premier bistrot ouvert, on a été prendre un remontant parce qu'on en avait besoin, nous avions quand même eu peur. Et puis c'était quelque chose d'assez révolutionnaire, tenir une assemblée générale prof-élève, alors que l'éducation nationale, c'est quand même un secteur où les rapports étaient d'ordre hiérarchique entre enseignants et élèves. Nous voulions savoir comment ça se passait dans les universités, donc nous étions allés à la Sorbonne dans un amphithéâtre qui était plein à craquer. Nous étions également allés à Vincennes. La grève a donc duré une 20aine de jours, avec des moments forts, des moments un peu plus difficiles. Il y a eu notamment le week-end de la Pentecôte qui nous a posé quelques problèmes, le gouvernement ayant remis l'essence dans les pompes, un affaiblissement un peu de nos piquets de grève et du turnover dont nous avons besoin pour assurer la permanence de notre lutte. Il y avait de l'essence dans l'usine, mais il y avait des camarades qui étaient chargés de distribuer avec rigueur la réserve d'essence pour nous permettre de pouvoir rentrer chez soi et puis de revenir pour occuper l'usine. Pendant 3 semaines, je n'ai pas pu me rendre sur les lieux de l'entreprise. J'habitais à 30 km de Pantin, parce qu'il n'y avait plus un train. Il n'y avait plus un transport, sauf les camions militaires, je me souviens. Et j'avais pas envie de prendre les camions militaires. J'habitais sur Drancy, donc il fallait que je prenne le bus pour aller jusqu'à la mairie. Donc autostop, amis qui vous prennent en passant. J'ai même eu, je la raconte enfin pour rire, j'ai même eu un... Parce qu'à l'époque, le poste de police était à l'arrière du château, comme on appelle maintenant, de l'ancienne mairie. Et il y avait un inspecteur j'étais le long du trottoir, moi, qui s'est arrêté et puis qui m'a invité pour m'emmener. Mais alors, ce qui m'a déplu surtout, je suis montée quand même parce qu'il fallait bien que j'arrive à la mairie, mais il m'a dit à la petite dame. Alors, je vais autant vous dire que ça, vraiment, ça m'a pas plu du tout. Mais enfin bon, j'ai quand même profité de la voiture. L'ensemble des femmes, d'une manière extrêmement active, elles participent autant aux galeries que dans les autres entreprises, puisqu'on a les banques, on a les assurances dans le 9e, et effectivement, elles participent à la grève. Elles participent parce que je pense qu'elles sont doublement exploitées et qu'elles en ont pris conscience. Ça a été long, mais elles ont pris conscience qu'elles ont des revendications extrêmement importantes en fonction même de leurs responsabilités. Les thèmes de l'autogestion, les thèmes de la libération de la presse et des médias, en particulier de RTL, qui s'appelait comme ça, étaient venus en discussion. On écoutait la radio, RTL, Europe numéro 1 et tout ça, et donc on avait des informations sur tout ce qui se passait dans le pays, les occupations d'usines
et toute l'initiative. C'était vraiment enthousiasmant. Française, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. À Pantin, on devait être une trentaine d'entreprises organisées à la CGT. Il y a eu tout de suite, au niveau local, l'organisation d'un parrainage. C'est-à-dire, par exemple, les camarades de Coq France, Denis Papin, ils ont parrainé, à l'époque on disait les filles de chez Bourgeois. D'autres entreprises ont parrainé Magellan-Vaupois. Là où on était fort syndicalement, où on pouvait se permettre, on allait vers les autres entreprises qui découvraient la lutte, parce qu'il y a énormément d'entreprises, de salariés, qui ont découvert pour la première fois, qui ont fait grève en 68. C'est extraordinaire. Dans le 8e arrondissement de Paris, pour ce qui nous concernait au siège du syndicat, nous avions des relations avec les cheminots de la gare Saint-Lazare, avec les travailleurs des grands magasins, notamment Galeries Lafayette et le Printemps, le personnel des banques, il y a beaucoup de banques aussi dans le quartier, etc. Nous avions aussi des échanges avec les grands lycées Chaptal, Racine, qui étaient à côté, où nous avions des échanges extrêmement intéressants, des fois un peu houleux, et avec les jeunes qui avaient une vision de l'avenir des fois un peu différente de la nôtre, mais c'était très intéressant et très enrichissant pour les uns pour les autres. Et un jeune vient m'expliquer, voilà, je suis comité salut camarades, je suis le comité de grève de la Sorbonne. Voilà, j'ai été délégué pour t'expliquer comment on confectionne un cocktail Molotov. Voilà. Plus le mouvement il avance, et plus les revendications, disons, elles vont avec. Parce qu'on ne veut plus reprendre sans rien. Dans les usines pacifiquement occupées par les travailleurs, temporairement abandonnées par les patrons et désertées par leurs gardes-chourmes, on se retrouve entre soi. Pour quelques jours, quelques semaines, sur les lieux mêmes de leur exploitation, les travailleurs ne veulent plus entendre parler que de leurs droits et de leurs espoirs. Le plus important, c'était l'occupation, et de maîtriser bien l'occupation et d'assurer la sécurité aussi à l'intérieur de l'usine. Il y avait les CRS qui étaient pas loin, donc on était toujours sur nos gardes. Il y avait, de la part des salariés et de l'organisation syndicale, il y avait aussi une attention à tout ce qui se passait autour. Tous les jours, on avait des assemblées générales où on faisait le point à partir des éléments qu'on avait, qu'on recueillait aussi auprès de l'Union départementale CGT de l'Oise ou de la Fédération. Et on faisait le point aussi des contacts qu'il y avait aussi avec la direction de l'entreprise. Les enfants des centres de loisirs disposaient quand même d'un repas à la cantine. Les employés avaient accepté de travailler. Et les animateurs, et ça a été de leur part un mouvement important, ils ont accepté de travailler sans salaire pour s'occuper des enfants qui ne traînent pas dans la rue. Ça a été un formidable moment de la démocratie. Je dirais la démocratie directe. C'est-à-dire qu'on se rassemblait, on s'organisait. Il y a eu dans l'entreprise des rencontres extraordinaires entre la maîtrise, par exemple, les cadres et les salariés de façon générale. C'est extraordinaire le nombre de gens qui n'avaient jamais fait grève de leur vie et qui se sont retrouvés dans la rue à occuper l'entreprise, à faire valoir et faire reconnaître leurs revendications. C'est quelque chose de formidable, quoi. Voilà, ça fait partie de ce mouvement, la démocratie,
la prise de conscience, la solidarité, le mot camarade qui fleurissait partout. Deux choses ont fleuri en mai 68, le mot les drapeaux rouges et le mot camarade. La solidarité s'organise et s'amplifie de jour en jour. Les municipalités ouvrières font un effort exceptionnel. L'apport considérable des municipalités de ce département, et notamment des municipalités communistes, ça a été les cars gratuits, ça a été dans un certain nombre d'endroits l'appareil municipal mis à la disposition des salariés qui étaient en grève, ça a été des collectes, etc. Donc on donnait un coup de main à la bourse du travail, il y avait des pliages de tracts, il y avait la confection de casse-croûte. Jean Lolive, il était omniprésent dans toutes les guerres d'Algérie. Quand il y avait des mouvements revendicatifs, il était omniprésent, Jean. Un député maire, Jean Lolive, qui était à nos côtés en permanence. Le 29 mai, dans la France entière, ce jour-là, la CGT appelle les travailleurs à manifester à travers tout le pays pour leurs revendications et pour un changement politique de progrès social et de démocratie. Dans la plupart des villes de France, où l'unité a pu être parfois réalisée, des centaines de milliers de travailleurs quittent en cortège les usines occupées. Des étudiants, des enseignants se joignent à eux. À cette date, seul le Parti communiste a répondu positivement aux propositions de la CGT. FO n'a pas répondu, la CFDT a préféré faire appel à Mendes France et cautionner l'opération Charletti. À Paris, entre la Bastille et la gare Saint-Lazare, seule parmi les grandes centrales syndicales, la CGT porte les espérances de la classe ouvrière. 800 000 travailleurs ont répondu à son appel et l'entourent de leur confiance. Au soir de cette grande journée de lutte, chacun peut mesurer quelle serait la puissance du mouvement et quelles pourraient être ses conséquences si l'unité s'était réalisée. Que les résultats, qui ne sont pas des accords d'ailleurs, je tiens à le préciser tout de suite, ne sont pas limitatifs. Il y a eu un tronc commun, c'est non pas les accords, mais le constat de Grenelle. La CGT, en ce qui la concerne, n'a jamais signé un accord avec le patronat et le gouvernement sur les acquis. Ça s'est négocié dans l'entreprise. L'entreprise, c'est pas les accords de Grenelle qui nous ont fait reprendre. Nous leur avons dit, conformément à l'engagement qu'a pris la CGT, devant les travailleurs en grève, elle ne saurait donner quelque suite que ce soit aux résultats des discussions avant de consulter les travailleurs eux-mêmes. À partir du moment où on a eu satisfaction sur les revendications et surtout sur le paiement des jours de grève, mais c'était un des points, disons, pour la reprise. Il y a eu beaucoup de débats. Beaucoup de débats parce que, premièrement, tout le monde ne reprenait pas le travail en même temps. La situation dans les entreprises n'était pas la même. EDF, on avait avancé peut-être un peu plus vite dans les satisfactions des revendications que dans d'autres secteurs. Je pense notamment à la métallurgie, les entreprises automobiles, etc., où la grève a duré 5 semaines. Mais nous étions très attentifs à leur mouvement et prêts à les rejoindre pour le cas où il y aurait eu des difficultés dans la progression des revendications. Mais il y a eu des débats extrêmement importants sur est-ce qu'il fallait rester solidaire, abandonner l'acquis. Mais on était partis ensemble dans la grève. Il fallait créer les conditions pour finir ensemble la grève. La grève, elle a duré parce que là où ça a chopé, disons pour la reprise, ça a duré plus longtemps, c'était pour le paiement des jours de grève. Parce que bon, les salariés ne voulaient pas s'asseoir sur 2 ou 3 semaines, disons, de grève, parce que ça faisait quand même énorme dans les budgets des salariés. Donc ça a traîné et... Si mes souvenirs sont exacts, on a dû reprendre entre la 3e et la 4e semaine, quoi, à peu près, tu vois. Pratiquement partout, 50% des jours de grève ont été payés, parfois plus. C'était Jean Lolive, quand on connaît sa générosité, on a été payé. Par contre, mon mari qui travaillait dans le privé, lui, il n'a pas été payé.
50% payés et les 50 autres pourcents étaient à récupérer. C'est-à-dire qu'en gros, du coup, on n'avait rien perdu, quoi. Enfin, on avait perdu, mais on avait récupéré une partie et payé l'autre partie, ce qui était quand même très très important. Suite aux accords qui étaient intervenus dans l'entreprise et ce qu'avait avancé dans les accords de Grenelle, le personnel a pris la décision de clore la grève et de reprendre l'activité professionnelle. Donc, je ne me rappelle plus la date exacte, mais autour du 10 juin. Et je dois dire que dans les revendications, il y en a une qui a été intéressante, c'est que la paye a été intégralement payée aux grévistes, et bien sûr aux non-grévistes, mais ils étaient moins nombreux que les grévistes, lesquels non-grévistes, pour un certain nombre, réclamaient après des jours de congé parce que les grévistes avaient été payés. Mais on aurait pu être d'accord pour qu'ils prennent des jours de congé à la condition qu'ils refusent les augmentations de salaire, de classification, etc., que nous avions gagnées pour eux aussi. On a eu dans certains salaires, jusqu'à 30% d'augmentation. On a eu des libertés syndicales considérables. Je crois que depuis ce jour-là, je ne me mettais plus de grains de tabac dans l'œil, quoi. Donc les libertés syndicales, le droit d'affichage dans les entreprises, les salaires, la disparition des zones. Moi, je suis un provincial, quand je suis monté à Paris, j'étais 3 fois mieux payé qu'à Bordeaux. La reconnaissance de la section syndicale, la reconnaissance du droit d'affichage dans les entreprises. Au niveau des libertés syndicales, on a fait un bond de 50 ans, quoi. Ce mouvement a permis l'éclosion de plein de militants. Ça a permis aussi la prise de conscience par des centaines et des centaines, des dizaines et des dizaines, je suis un peu du Midi donc j'exagère un peu, mais des dizaines et des dizaines d'entreprises, à savoir que le mouvement, l'adhésion à la CGT a été telle qu'à un moment donné, on était incapable de fournir des cartes syndicales. Les discussions étaient quand même vives, c'est-à-dire qu'il y avait une partie des salariés et des syndicalistes aussi, probablement, qui pensaient que on allait virer ce vieux pouvoir en place, hein, la droite, Pompidou qui était Premier ministre, je crois, enfin bref, c'était ça, on pensait virer tout ça par la lutte, on pensait, je pense qu'il y en a qui pensaient même virer les patrons de l'entreprise. On n'a pas eu de résultats concrets, immédiats, pas eu d'amélioration concrète. Hein. Nous, il fallait un nouvel établissement, il fallait qu'il soit construit. Hein. Pour les changements, pas eu de changement. Par contre, sans doute des changements au niveau de l'atmosphère, de l'ambiance. Je me souviens que les rapports d'abord les rapports entre les profs, entre eux étaient beaucoup plus cordiaux, beaucoup plus sympathiques. Et les rapports avec les élèves, du moins je peux en dire pour moi, ont été aussi différents. Ce qui a changé fortement, c'est l'ambiance à l'intérieur de l'entreprise. Ce qui existait avant était difficilement reconductible après. La fraternité, on était sur l'avancée de 68, c'était fantastique au niveau des sentiments d'amitié, tout ce qui nous liait. C'est après qu'on a ressenti les bienfaits de toutes ces choses. Hein, au niveau des délégués du personnel, au niveau de la sécurité et au niveau des conditions de travail, quoi. Les rapports entre la maîtrise et les salariés avaient changé. La dignité des gens était mieux respectée. Et en tant que jeune aussi, on avait, c'était important, très important. Il y a eu une prise en compte du rôle que pouvait jouer la jeunesse. Et on l'a vu, que ce soit dans les collèges ou que ce soit dans les entreprises, les jeunes ont été beaucoup plus reconnus à cette période. On a créé dans plusieurs centres de loisirs, et notamment aux Courtillères, un groupe de représentants des enfants, des petits aux plus grands, où ils venaient dire ce qu'ils reprochaient aux uns et aux autres très librement, ce qui fait que des choses se sont améliorées. Il y a eu moins de bagarres.
Cette période a été une période extraordinaire pour acquérir des connaissances, pour apprendre à réfléchir autrement, pour être en phase avec les salariés, le personnel, etc., les syndiqués, pour gérer tout un ensemble de situations. Je crois que je suis sorti de ces événements grandi dans mes connaissances, dans ma réflexion, et ça a été un moment extrêmement riche, extrêmement important. Moi je dirais 68, c'était le début d'une liberté nouvelle, une remise en cause de ce que nous connaissions avant par rapport à une vie un peu plus traditionnelle, plus repliée sur elle-même, un peu vieillotte, je dirais, je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais un peu vieillotte. On s'est senti quand même un peu mieux respirer. Et je me souviens qu'une fois, sur les conseils d'ailleurs, en discutant un peu avec j'avais posé la question en assemblée générale à un moment donné de l'alternative, je ne sais pas si c'est un mot qu'on employait à l'époque, d'une solution, l'alternative à la situation politique. Et j'avais amené la question des partis de gauche, d'une entente entre les partis de gauche, en vue d'un programme commun qui permettrait de sortir par le haut de cette situation et amènerait des réformes qui nous conviendraient. La grève de 68, les événements en tout cas, les changements de rapport hiérarchique nous faisaient espérer un grand chamboulement national. Le souvenir de 68 aussi, j'avais 19 ans, on voulait changer la vie, on voulait changer de vie, on voulait changer un petit peu l'ordre social établi, et c'était aussi les luttes dans le monde, tous ces mouvements dans le monde entier. Bon, en premier lieu la guerre du Vietnam qui nous révoltait. Mais mes souvenirs, c'est aussi les Jeux Olympiques en 68, et c'est moi on n'avait pas de télé, mais j'avais eu la chance de voir effectivement ces deux coureurs noirs américains lever le poing après le 200 mètres des Jeux Olympiques. Tout ça, c'était des choses inoubliables. C'était le rock, c'était la musique, ça a été aussi les événements à Prague. Mais on sentait qu'on luttait pour une vie meilleure, pour un nouveau monde, et on pensait que ça pouvait arriver. Les étudiants furent l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Encore fallait-il qu'il y ait un stock de poudre suffisant pour que l'explosion ait le retentissement qu'elle a eu au plan national, mais aussi international, expliquait Georges Ségui. Le bail, c'est fini maintenant. Nos ouvriers ont du temps. À 4 heures le matin, j'ai pu admirer les étoiles. Je travaille en 4-8 à la Rodiaceta. Mardi, mercredi, 4h, 12h. Jeudi, vendredi, 12h, 20h. Samedi, dimanche, lundi, 20h, 4h, repos jusqu'au jeudi matin. Juste le temps d'effacer la fatigue pour retourner au travail plein d'entrain. Merci Rhône Poulenc, trust de la chimie, premier groupe financier français, c'est grâce à toi qu'on peut s'embourgeoiser. Un dimanche sur 4 toute l'année, à la Rodiaceta.
Rhône-Poulenc, trust de la chimie, t'as baptisé nos usines avec des noms de fusées, des noms de vins capiteux. Lyon-Vesse, gorge de loup, belle étoile Saint-Fond, péage de Roussillon. Et derrière les hauts murs de la Radiaceta, dans des locaux fermés, éclairés au néon, la lumière la plus proche de celle du soleil, comme dit le patron. On travaille en feu continu, à plus de 30 degrés et 70% d'humidité. On devient tous nerveux. Nos ulcères fleurissent, nos ulcères s'épanouissent.